Chers amis, je vais avoir un discours probablement beaucoup moins érudit que ceux auxquels vous avez été confrontés ce matin. Mais je vais me passer sous un angle un peu particulier, qui est celui de l'individu tout seul. C'est-à-dire, je vais essayer de ne pas partir des grands blocs, que ce soit des partis, que ce soit des mouvements, des nations, tout ça, mais de Monsieur Dupont, ordinaire. Et je vais interroger un petit peu, à partir de la notion de contrat social, la place de la question laïque dans son itinéraire, Monsieur Dupont. Alors déjà, la notion de place d'un individu dans une société, je pense qu'elle est très intéressante, parce que c'est une notion à la fois extrêmement banale, mais qui est susceptible de beaucoup de caractérisations. Qu'est-ce que c'est qu'être placé socialement? C'est pas uniquement le métier, les titres, c'est pas uniquement le salaire, c'est pas uniquement... c'est un peu tout ça. C'est aussi du retour symbolique de la part de son environnement. C'est aussi de la reconnaissance sociale pour ce que l'on est. Et je partirai d'un principe qui me paraît... c'est critiquable, mais qui me paraît assez évident, c'est que pour qu'une société soit apaisée, qu'il ne soit pas traversé de trop de tensions, il faut que la majorité des gens aient un rapport aussi apaisé avec leur place, qu'ils se sentent bien situés. C'est pas forcément un problème d'égalité. On peut être bien avec sa place dans un environnement légèrement inégalitaire. Je pense qu'il n'y a pas de contradiction. Mais c'est une notion qui me paraît importante. Alors évidemment, j'ai rien inventé. Hein. Je vais citer par exemple quelques extraits du contrat social, du contrat qui lie l'individu avec le milieu social dans lequel il évolue. Et je pourrais assez facilement faire le lien avec l'idée de la souveraineté, en disant que la souveraineté, c'est lorsque l'on fait un contrat, on participe au destin commun, et qu'en retour, on attend de ce destin commun qu'il vous attribue une bonne place, ou une place juste, ou une place satisfaisante. Rousseau dit, par exemple, qu'est-ce donc proprement qu'un acte de souveraineté? Ce n'est pas une convention du supérieur avec l'inférieur, mais une convention du corps avec chacun de ses membres. Cette convention est légitime parce qu'elle a pour base le contrat social, elle est équitable parce qu'elle est commune à tous, utile parce qu'elle ne peut avoir d'autre objet que le bien général, et solide parce qu'elle a pour garant la force publique et le pouvoir suprême. Alors je pense que c'est des bons adjectifs pour dire qu'un individu, il est, grosso modo, il est pas mal dans ses pompes, quoi, ça va. Et malheureusement, on sait qu'il y a beaucoup d'exceptions. Une autre caractérisation de la place, là je vais la chercher chez Catherine Kinsler, une philosophe de la laïcité, parce qu'à mon avis, elle met en évidence un élément extrêmement important de la place de l'individu, c'est le caractère inaliénable d'une partie de cette place. Et je pense que là, on est sur un point absolument central de la laïcité, c'est qu'il faut, dans cet échange entre le contrat, je me soumets partiellement au destin commun, mais j'attends de ce destin commun qu'il reconnaisse en moi une part inaliénable, dans laquelle il n'interviendra pas. Cette puissance publique s'interdit
de m'interdire certaines choses. C'est un peu 68 heures, mais je cite Catherine Kinsler. Le régime laïque installe une dualité qui traverse la vie de chacun et rend concrète une respiration redoutée par l'intégrisme. Il applique le minimalisme à la puissance publique, on s'y abstient de toute manifestation, caution ou reconnaissance en matière de culte, de croyance et d'incroyance, mais d'autre part, ce principe d'abstention, ce moment zéro, n'a de sens qu'à libérer tout ce qui ne gouverne pas. Deux points, l'infinité de la société civile jouit de la liberté d'expression et d'affichage dans le cadre du droit commun. Donc, autrement dit, encore une fois, je me répète, mais je pense que c'est central dans la conception de la laïcité. Monsieur Dupont se soumet au destin commun, au projet général, social, mais il attend que cette puissance publique reconnaisse une part inaliénable de lui-même, celle de la liberté de conscience, celle de l'opinion, du droit à dire des bêtises. Tout le monde, je pense, ici a utilisé ce droit. Le droit à blasphémer, le droit à caricaturer. Et ça me paraît, comme dit Catherine Kinsler, redouté par l'intégrisme. Parce qu'une caractérisation fondamentale de l'intégrisme, c'est de dénier cette part inaliénable. C'est-à-dire, l'intégrisme veut soumettre l'individu totalement et ne pas respecter cette part dans laquelle il s'interdit d'intervenir. Donc il ne veut pas y avoir, contrairement à ce que l'on lit parfois, d'intégrisme laïque. Parce que, d'un point de vue consubstantiel, la laïcité préserve cette part inaliénable. Je voudrais saisir l'occasion pour rendre hommage un petit peu, enfin même beaucoup, à ceux qui ont payé, soit de leur vie, soit de leur liberté, l'utilisation radicale de cette part inaliénable. Je veux parler bien sûr des journalistes de Charlie Hebdo, je veux parler de Salman Rushdie, de Samuel Paty, et je parlerai aussi de Mila. Alors il y a un débat. Mila raconte beaucoup de bêtises, mais elle utilise pleinement son droit à les dire. Et c'est, à mon avis, une caractéristique qu'il faut saluer. Cette place de l'individu dans le social, elle a été soumise à très rude épreuve par la logique néolibérale. Ça, il faut reconnaître que une des conséquences du rouleau compresseur néolibéral, c'est de destituer l'individu. Monsieur Dupont, il ne sait plus très bien où il habite. Et je vous propose de passer en revue quelques occurrences qui illustrent malheureusement ce sentiment de déboussolement, de perte de repères, de désorientation politique, dont l'abstention n'est qu'une caractéristique parmi d'autres, mais une caractéristique, comme l'a rappelé c'est Damien, c'est ça, à l'instant, qui me paraît quand même centrale. M. Dupont se désintéresse des élections. La première occurrence, c'est le travail. Je pense, et là, beaucoup de gens qui ont travaillé sur le travail disent que cette capacité à produire, à modifier le réel, dans un sens prédéterminé, est absolument centrale dans la place que l'individu a dans la société. Guillain nous rappelait ce matin la connexion qu'il y a entre le mouvement laïque et le mouvement ouvrier. Qu'est-ce que c'est qu'un ouvrier? C'est quelqu'un qui œuvre, quelqu'un qui modifie le réel, qui agit. Et vous savez tous que nos sociétés sont traversées par du chômage. Alors on a tous plusieurs définitions possibles du chômage. Moi,
je vous dis la mienne, hein, c'est un acte de domination sociale par lequel une partie de la population dit à l'autre partie de la population: ta capacité à travailler, ta force de travail ne nous intéresse pas. C'est d'une violence symbolique énorme. Je pense qu'on est beaucoup trop à sous-estimer la violence symbolique que représente l'organisation, à mon avis, complètement voulue, complètement organisée du chômage. Dire à quelqu'un: ta force de travail ne nous intéresse pas, nous n'allons pas l'acheter, c'est beaucoup plus que dévaloriser une force de travail. C'est dévaloriser l'individu dans son entier. Et tous les gens qui ont, je pense, hein, qui ont travaillé ces questions-là, je pense à Christophe Dejour avec Souffrance en France, Suppiot, Friot et d'autres, sont unanimes à dire que les dégâts sur un individu de cette notion d'inutilité sociale, voire de parasite, voire de les gens qui coûtent, qui sont assistés, on connaît tout ce vocabulaire de dépréciation de l'individu, est quand même une attaque absolument inqualifiable qui devrait garder notre capacité à nous révolter. Je dirais même à nous indigner, pour faire référence. Tout programme politique qui tient la route doit avoir en perspective l'éradication du chômage pour que les gens retrouvent une place dans la production, ce qui est quand même, je pense, d'un point de vue anthropologique, basique, quoi. On produit des choses et on se les répartit, quoi. Si vous avez 10 personnes qui arrivent sur une île déserte après un naufrage, il n'y aura pas un chômeur dans les vices. C'est une construction. Il n'y a pas de gêne du chômage. C'est vraiment. Alors on connaît toutes les raisons. T'es trop jeune, t'es trop vieux, t'es pas assez qualifié. Enfin, tout c'est des raisons qu'il faut jeter à la poubelle tout de suite. C'est des raisons qui ne tiennent pas la route. Ce sont des raisons de domination sociale organisée par l'oligarchie. Je vous rappelle qu'il y a dans le néolibéralisme une théorisation du chômage comme vecteur de baisse de l'inflation. C'est comme ça qu'on gère, hein, pour éviter que les sous qu'on a mis dans le coffre-fort ne perdent pas trop de valeur. On joue sur le taux de chômage. C'est d'un cynisme que je trouve personnellement inqualifiable. Il y a d'autres occurrences sur lesquelles les gens se sont perdus, déboussolés, ne trouvent plus leur place. Je pense bien sûr au plan géographique et spatial. Hein. Guy Lui a parlé de relégation. Les gens sont déplacés, désitués en périphérie et ils en nourrissent généralement un fort sentiment d'amertume, voire de fort ressentiment, qui a d'ailleurs alimenté une partie le mouvement des Gilets jaunes. Perte de repères aussi et perte de sens dans tout le champ du savoir et dans le champ de l'autorité. Je pense que là, les dégâts sont importants. Plus de 100 000 élèves sortent de l'institution scolaire sans diplôme, sans rien à monnayer sur le fameux marché du travail. Horrible expression, marché du travail, on va se vendre. Je n'insiste pas. Perte de repères aussi, perte de repères au niveau de la conscience de classe. Alors, on en a un peu parlé ce matin, mais il faut reconnaître qu'on a tous connu, enfin les moins jeunes d'entre nous, des personnes qui étaient fières de leur appartenance à la classe prolétaire, par exemple. Étaient fiers d'être ouvriers. Tout ça a été un peu balayé. Certains étaient très fiers d'appartenir à un parti. C'était une seconde famille pour certains. On était, je pense, au Parti communiste. Tout ça aussi a été un peu balayé. C'est de moins en moins vrai. Donc, et puis, pour rejoindre la question de l'abstention que tu évoquais, il y a une perte de repères dans les institutions démocratiques et dans la capacité à être représenté dans le destin commun. Qu'est-ce que c'est qu'un représentant? Normalement, c'est celui qui fait valoir vos aspirations
au sein de la définition commune du destin commun, des lois. Tout ça. La perte de confiance est absolument phénoménale. Donc là aussi, comment être situé dans une société où on ne se sent plus représenté? C'est quasiment impossible. Alors évidemment, on peut pointer des responsables, c'est un peu facile. Personnellement, je pointe essentiellement la responsabilité d'une certaine gauche. Voilà. Je pense que c'est malheureusement eux les principaux responsables de ce sentiment de déboussolement, notamment avec le virage européiste, dont Michel nous parlera plus tout à l'heure, mais qui a quand même correspondu à une trahison, moi j'emploie le terme, à une trahison des classes populaires que cette gauche était censée représenter, défendre devant l'oligarchie. En fait, elle a été livrée aux intérêts oligarchiques par le biais de Bruxelles et de la mondialisation dont nous parlera Michel tout à l'heure. Alors pourquoi j'insiste là-dessus? Parce qu'à mon avis, je ne sais pas si vous partagez cette opinion, mais un individu déboussolé devient beaucoup plus vulnérable au processus de radicalisation. Ça a été un peu décrit ce matin par Georges et d'autres. C'est sur le vide des services publics, sur le vide des institutions que prospèrent les illusions de la, on va dire ça comment, de la loi communautaire, ou l'illusion même d'un certain âge d'or. Il y a une forme comme ça, notamment, je crois, dans le salafisme. On va rechercher un âge d'or, comme si, voilà, il fallait retourner à une espèce de paradis qui est perdu quelque part et qu'il faut retrouver. Bon, c'est immature sur le plan politique, c'est immature sur le plan social, mais quelqu'un qui est partiellement déboussolé, qui n'a aucun de ces repères que je viens de décrire, peut être sensible, peut être vulnérable à ces discours, et en particulier la jeunesse. Alors, ces sentiments divers d'être perdus posent là, M. Dupont, dont je parlais tout à l'heure, devant un dilemme, c'est-à-dire un choix douloureux. Où il va rechercher sa place? Alors, bien sûr, vous voyez où je veux revenir, c'est qu'il y a une alternative. Le plus court chemin pour trouver une place, c'est la place communautaire, c'est l'appartenance. Je suis homosexuel, je vais aller avec les homosexuels, je suis noir avec les noirs, je suis corse avec les corses. Enfin, bref, on peut varier à l'infini ces modes de reconnaissance, qui sont des modes de reconnaissance par substitution à l'idée républicaine défaillante. Malheureusement, c'est le plus court chemin. Il y en a un autre, évidemment, que nous préférons tous ici, c'est le chemin républicain, qui est plus long, qui est plus ardu, qui suppose une certaine connaissance de l'histoire, ça a été rappelé ce matin, et qui suppose aussi que se transmettent des valeurs par le biais d'éducation. La première démarche est une impasse politique. La deuxième, que je viens de décrire, républicaine, s'appuie sur l'universalisme, est en lien avec le destin commun, l'intérêt général, et a une fonction essentielle de l'émancipation, parce qu'elle extrait l'individu de ses appartenances contingentes pour l'amener vers un projet, normalement, dont il est acteur. Il ne peut pas être que celui qui reçoit le projet. Il est démocratique, j'agis sur le projet commun. Bon, excusez-moi si je suis un peu dans la philo, mais bon, ça me... Alors évidemment, ce dilemme individuel se prolonge en dilemme organisationnel, parce que des organisations politiques ont fait le pari de court-circuiter la République pour ne promouvoir que la communauté. Bon, je ne vais pas le montrer ici, parce que vous le savez tous, que c'est une impasse. Et surtout, ça a une conséquence qui a été rappelée, mais qu'il faut redire, et qui est absolument
détestable, c'est de fracturer, de fractionner le corps social. Quand Jaurès, au début du siècle, pense à la loi 1905, il a en tête aussi les autres lois. Il dit qu'il faut d'abord réunifier le peuple sur la question religieuse. Après, on attaquera l'impôt, les retraites. Et donc, il prend la laïcité comme un préalable aux conquêtes sociales. Et ça, je pense qu'il faut le garder en tête. Et les néolibéraux le savent, puisqu'ils font exactement la démarche inverse. Pour réduire la capacité revendicative du peuple, ils organisent son fractionnement. Et malheureusement, force est de constater qu'ils marquent des points. Je renvoie ici au bouquin de Fourquet, L'archipel français. Quelques mots, je ne suis pas trop bon, non, quelques mots sur l'institution scolaire. Elle a aussi une assez lourde responsabilité. Bon, alors après, il ne s'agit pas de distribuer les mauvais points, mais en termes de rapport à la loi, à l'autorité, le bilan est mauvais. Le bilan est mauvais. Je lisais dans le livre de M. Aubin que 2/3 des élèves musulmans dans les collèges disent préférer la loi religieuse aux lois républicaines. Donc, ouvertement, il y a un aveu de délitement de l'autorité républicaine auprès de leur propre représentation du social. Non, ça passe après le religieux. En termes de connaissances, il y a à peu près 6% qui croient, paraît-il, que la théorie de l'évolution est valide. Ça fait peur quand même. Au collège, et que 6% d'une masse de collégiens seulement accordent du crédit à Darwin. On se demande ce que font... Alors non, je ne veux pas dire des choses méchantes. Comment c'est possible, quoi. Comment ils passent à travers les mailles du filet à ce point-là? C'est étonnant. Et puis, je ne ferai pas la longue liste des problèmes de mixité sociale, parce qu'il y a des refus maintenant de mixité tout court dans les collèges. Il y a des problèmes en termes de pratiques sportives, d'alimentation, de contact avec les femmes. Enfin bon, l'école n'a pas réussi la transmission des valeurs républicaines et laïques. Un tout petit mot rapide sur l'islamo-gauchisme, mais comme ça a déjà été pas mal, les contours sont relativement bien cernés par les discours de ce matin, je ne développe pas trop ce qu'on appelle la gauche identitaire. Ça consiste quand même à substituer un clivage de classe, qui devrait être le socle de l'idée républicaine de la revendication, un pur clivage basé sur des considérations d'appartenance. Alors c'est une impasse politique, je prêche, si j'ose dire, là, des convaincus, mais quand même, combien de syndicats, de partis, d'associations se fourvoient dans ces impasses politiques? C'est étonnant, quoi. C'est cette cécité politique entretenue par les médias, certes, entretenue aussi par les lobbies de toutes sortes et par la pensée anglo-saxonne. Comment se fait-il que nous n'ayons pas plus résisté à ça? C'est une question qui reste posée. Je trouve que les réponses ne sont pas évidentes. On devait avoir, le peuple français, celui qui a fait la révolution, aurait dû avoir plus d'anticorps vis-à-vis de ce virus. Je voudrais terminer ces quelques considérations avant de laisser la parole à Michel, en évoquant moi une figure que je trouve éclairante et que je tire du travail de Catherine Kinsler. C'est la figure de la promeneuse solitaire. Je pense que cette expression de Catherine Kinsler est vraiment emblématique de la question laïque. Je m'explique rapidement. Pour qu'advienne la promeneuse solitaire, il faut quand même beaucoup d'émancipation préalable.
il faut une émancipation déjà vis-à-vis de l'injonction au corps de la femme par les familles et les hommes. Et dans toute, je dirais, dans toute religion confondue et tout corps social confondu, je pense qu'il y a la clivage de classe ne marche pas très bien. Il y a une injonction de la famille sur le corps de femme, qui est toujours, à mon avis, prégnante. Donc il faut se libérer. Ça suppose aussi une libération vis-à-vis de l'injonction religieuse. Si la femme seule se promène, c'est qu'elle est libérée partiellement de l'injonction du religieux, parce que la religion, toute catégorie confondue, vous savez, assigne à la femme une place d'infériorité. Il n'y a pas d'exception. Il y a des modulations, il n'y a pas d'exception. Et enfin, la promeneuse solitaire suppose une libération vis-à-vis peut-être de ce qui est le plus difficile à obtenir dans la vie, c'est la libération vis-à-vis de ses propres inhibitions et de ses propres peurs. Donc je vous invite, chers amis, à faire à l'instar de Catherine Kinsler, de la promeneuse solitaire, la figure emblématique du combat laïque. Je vous remercie.